Bonjour. Je vais commencer avec une petite annonce. Demain, je vais envoyer ceux qui m'ont envoyé un email pour valider le cours, une feuille d'exercice qui n'est pas obligatoire, c'est juste si vous voulez le faire pour vous aider à comprendre le cours, vous avez l'opportunité. Si quelqu'un d'autre aimerait recevoir cette feuille sans valider le cours, c'est tout à fait possible. Mon adresse mail, et si vous voulez valider le cours, il n'est pas trop tard. Voilà. Alors, je vais maintenant terminer la preuve que paire 0,1 et dans et dièse P complet. Et l'idée était de trouver une réduction de dièse 3 sat, qu'on sait est et dièse P complet. Et il y avait des... Juste pour vous rappeler, il y avait une réduction assez triviale de dièse 3 sat équilibré. Et ensuite, la réduction intéressante. Et après, deux autres réductions un peu moins intéressantes. Mais alors, cette réduction, on a ajouté des clauses qui ne faisaient rien du tout, juste pour équilibrer le nombre des variables de chaque type, ou des littéraux de chaque type. Ici, j'étais en train de présenter 3 gadgets qu'on pouvait utiliser. D'ici ici, j'ai utilisé le fait que le permanent est un polynôme, dépend de façon polynomiale des variables de degré n. Et d'ici ici, j'ai utilisé des petites astuces pour multiplier les arêtes et mettre des boucles et tout ça pour arriver à un graphe orienté. Mais la partie intéressante était cette réduction-là. Et je vous ai montré 3 gadgets. Je vous rappelle maintenant. Il y avait des gadgets comme ça, que j'appelle des gadgets de type 1, pour nous obliger de choisir exactement un de xi et pas xi si on veut une couverture par des cycles. Parce qu'il faut choisir soit cette arête-là, soit cette arête-là, et rentrer par cette arête-là. Et le deuxième gadget, ou gadget de type 2, était un gadget pour les clauses. Et l'idée de étant donné, si on a une clause U où V
ou W, on prend les négations des littéraux dans la clause. Et l'idée est que pour chaque choix d'arête externe, il y a exactement une couverture par des cycles qui utilisent ce choix, sauf si on choisit toutes les trois négations, et là, il n'y a pas de couverture parce qu'on ne peut pas couvrir ce sommet au milieu. Et donc, l'idée est que cette clause est satisfaite si et seulement si on choisit au moins un de U, V ou W. Et si on choisit au moins un de U, V ou W, on ne choisit pas toutes les trois arêtes là, et tout est bon. Et il y avait aussi un gadget de type 3 pour que si on choisit XI là, il faut qu'on choisisse XI là aussi, pour lier les arêtes dans ces gadgets là aux arêtes externes des gadgets là. Et c'était et pour l'instant, tous les graphes sont pondérés, il y a des poids sur les arêtes, mais si je n'écris pas le poids, ça veut dire que le poids égale 1. Et ici, on a trois arêtes bidirectionnelles, les boucles. Et ici, on a un poids de moins 1. Et je ne me souviens pas si j'ai écrit un lemme pour dire que... Je sais que j'ai expliqué la propriété clé de ce gadget-là, mais est-ce que j'ai écrit un lemme? Non. Bien, en ce cas... soit j'ai un graphe orienté et soit E et E', deux arêtes de G. Et on va faire un remplacement des deux arêtes E et E' par un gadget de type 3. Alors, peut-être que je vais garder les étiquettes E et E'. Si on remplace E et E' par un gadget de type 3, le nombre de couvertures, quand je dis couverture, je veux dire couverture des sommets par des cycles. Le nombre de couvertures qui utilisent E et E' se multiplie par
moins 1, le nombre qui utilise ou qui n'utilise ni E ni E' et se multiplie par 2 et le poids total des couvertures quand j'ai dit le nombre, je voulais dire le poids. Et le poids des couvertures. Et le poids des couvertures qui utilisent 1 de E et E' et pas l'autre. Et 0. Et finalement, le poids de couverture qui n'utilise pas les deux qui ne viennent pas d'une couverture de G. Je vais expliquer ce que je veux dire par ça. Et 0. En principe, il est possible qu'il y ait une couverture qui vient par là et peut-être là. Et là, et sort par là. Et on ne veut pas ça parce que c'est une couverture qui ne vient pas d'une couverture de G. Parce que G, il faut prendre les deux arêtes là ou ne prendre ni l'un ni l'autre. Et également ici. Alors, il y a des couvertures qu'on ne veut pas, mais le poids total de ces couvertures est 0. Je crois que je ne veux pas écrire toute une preuve ici, mais je vais l'expliquer parce que c'est juste vérifier beaucoup de cas. Je l'ai fait la semaine dernière, mais je vais juste je vais répéter un tout petit peu. Alors, si j'utilise les deux arêtes étiquetées par E et les deux arêtes étiquetées par E', il faut couvrir en plus ce sommet-là, et ça me donne un poids de moins 1. Et je vous rappelle que le poids d'une couverture par les cycles est le produit des poids sur toutes les arêtes. Alors, quand je mets cette arête-là, ça veut dire que je multiplie le poids de la couverture par moins 1. C'est la seule façon de compléter cette couverture. Si je n'utilise pas les deux arêtes-là et les deux arêtes-là, il faut couvrir ces trois sommets-là. Et il y a plusieurs façons de le faire. On peut mettre 3 boucles, ça nous donne un poids de moins 1. On peut avoir des triangles dans les deux directions, ça nous donne un poids de 2. On peut prendre une
cycle de taille 2, c'est-à-dire une arête dans les deux directions, et une boucle, ça nous donne un poids de moins 1 plus 1 plus 1. Alors j'ajoute 1. Je crois que c'est tout. Et j'arrive à 2. Et si j'utilise par exemple les deux arêtes là, les deux E, et je n'utilise pas les deux E', maintenant il faut couvrir ces deux sommets là. Je peux utiliser deux boucles, ça me donne un poids de moins 1, ou les deux arêtes là, ça me donne un poids de 1. Alors il y a une constellation. C'est le troisième cas là. Et si je vais comme ça et je sors par là, qu'est-ce que je n'ai pas... si je viens ici et je sors par là, il y a deux façons de le faire. Soit je prends cette arête-là, plus une boucle là, ça me donne un poids de moins 1. Soit je prends ces deux arêtes-là et ça me donne un poids de 1. Et alors il y a une constellation. Également, si j'entre par là et je sors par là, j'ai une constellation et ça me donne le quatrième cas. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Preuve. Une vérification de plusieurs cas, mais une vérification pas trop difficile. Alors, maintenant, il me reste expliquer comment utiliser les trois gadgets pour construire un graphe tel que le nombre de... étant donné une formule de 3 sat, je veux construire un graphe tel que le nombre ou le poids de couverture des sommets par les cycles égale moins 2 puissance m fois le nombre de solutions de la formule, ou le nombre de choix de valeurs de vérité qui satisfont la formule, où m est le nombre... on a une formule équilibrée, chaque littérale est là m fois. M est le nombre d'apparitions de chaque littérale. Alors, je vais prendre une formule équilibrée de 3 sat et je vais commencer par prendre pour chaque variable un gadget de type 1. Pour chaque clause,
prenez un gadget de type 2 étiqueté par les négations des variables dans la clause. Et maintenant, il est possible, voire probable, que je vais devoir lier. Peut-être que je peux. Non, je vais le redessiner parce que j'aurais besoin d'un peu plus de place. Il y aura des arêtes dans les gadgets de type 1 que je vais devoir lier à plusieurs arêtes dans les gadgets de type 2. Et pour faire ça, il y a une petite astuce. Diviser chaque arête et dans chaque gadget de type 1, étiqueté par une variable ou un littéral par en m partie en ajoutant des boucles. Je vais juste dessiner ce que je vais faire. Si j'ai un gadget de type 1 comme ça, étiqueté par xi et par xi, si par exemple m égale 3, je vais diviser cette arête en 3 parties, également cette arête-là. Alors, maintenant, j'aurai une étiquette pour chaque arête. Et en plus, je mets des boucles de point 1. Et si vous regardez, vous verrez que je n'ai pas changé le nombre de couvertures par les cycles parce que pour couvrir ce sommet-là, il faut choisir soit cette direction-là, soit cette direction-là. Une fois que j'ai choisi cette direction-là, il faut que je continue comme ça et il faut que je mette des boucles. Là, alors, j'ai qu'un choix et il y a un choix si je choisis cette direction-là. Rien n'est changé, mais maintenant, j'ai 3 arêtes que je peux lier au gadget de type 2 à la place de 1. Alors ça, c'est le cas m égale 3. Et finalement, pour chaque arête externe
dans des gadgets de type 2. Alors les types qui correspondent aux clauses de la formule. Choisissez une arête avec la même étiquette. Dans le gadget de type 1 dans un des gadgets, mais et quand je dis ça, je veux dire bien sûr que si j'ai déjà choisi cette arête-là, il faut choisir un autre. De sorte que chaque arête dans chaque gadget de type 1 est utilisé une fois. Et je ne suis pas fini, mais parce que maintenant, remplacer les deux arêtes par un gadget de type 3. Et ça va être un peu difficile à dessiner parce que, mais j'espère que vous pouvez imaginer un graphe assez compliqué où j'ai un gadget comme ça pour chaque i, les gadgets pour les clauses et les liens entre les arêtes, des gadgets de type 1 et des gadgets de type 2. En gros, la preuve est finie maintenant parce que... mais je vais essayer d'écrire quelque chose pour être un peu plus soigneux. Alors, on peut soit G0, le graphe qui de tous les gadgets divisés de type 1 et tous les gadgets de type 2 sont les gadgets de type 3. Alors, il y a combien de couvertures par des cycles de G0? Pour chaque gadget de type 1, il y a 2 couvertures par des cycles. Et pour chaque clause, il y a pour chaque sous-ensemble propre des 3 arêtes externes, il y a exactement une couverture par des cycles. Alors, le nombre total de couvertures par des cycles égale 2 puissance n multiplié par 7 puissance m, ou non, puissance r, où r est le nombre de clauses.
On peut calculer, il y a une relation entre M et R, mais ce n'est pas nécessaire de. Mais entre ces couvertures par les cycles, il y en a beaucoup qui ne correspondent pas aux solutions à la formule. Et alors, on aura besoin des gadgets de type 3 pour éliminer le poids des couvertures qu'on ne veut pas. Alors maintenant, on peut ajouter les gadgets de type 3, un par un, et obtenir une suite de graphes G0, G1, G2, GS et on veut montrer que le nombre de couvertures par les cycles le poids de couverture par les cycles de GS égale moins 2 puissance M multiplié par le nombre de solutions et si on a une couverture par des cycles ou de GI, ou GJ, disons, par des cycles, tel que pour chaque gadget de type 3 si j'utilise un des deux arêtes en haut, j'utilise l'autre. Si j'utilise une des arêtes en bas, j'utilise l'autre. Je vais dire que cette couverture de cycle est dérivée d'une couverture par des cycles de G0. Alors, si j'utilise une des arêtes en haut, j'utilise l'autre. Et également en bas, disons que la couverture est dérivée de la couverture de G0 qu'on obtient en remplaçant. C'est difficile à expliquer, mais en remplaçant tous les gadgets par des couples d'arêtes, ou des couples d'arêtes qui ont été remplacés par des gadgets. Alors là, si j'utilise les deux U là et pas les deux U là, j'efface le gadget et j'utilise cette U là et pas la couverture utilise cette arête là et pas cette arête là, etc. Et maintenant,
Alors, j'ai construit, j'ai défini cette suite de graphes. Alors, quand je dis une étape, je veux dire l'étape I est le moment où je construis le graphe GI. À chaque étape, si je remplace U par U le poids de couverture dérivé des couvertures qui utilisent les deux U est multiplié par moins 1, le poids. Alors en gros, je répète ce que j'ai écrit dans le lemme. Le poids des couvertures qui n'utilisent ni le U en haut, ni le U en bas, et multiplié par 2, et le poids des couvertures qui utilisent une des deux arêtes et pas d'autre, est multiplié par 0 et le poids des couvertures qui ne sont pas dérivées d'une couverture de G0 et 0 par le lemme. Alors à la fin, disons qu'une couverture de G0 est consistante si pour chaque I, on choisit toutes les arêtes étiquetées par XI ou toutes les arêtes étiquetées par
pas xi. Et à la fin de ce processus, le poids de couverture dérivée des couvertures consistantes est multiplié par moins 2 puissance m, parce que m fois il y a deux arêtes étiquetées par, pour chaque variable, m fois il y a, on choisit les deux variables et m fois on ne choisit ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre. Et le poids de couverture non consistante ou le poids de couverture dérivée, je veux dire, de couverture non consistante est 0 et le poids de couverture non dérivée est 0 aussi. Alors le poids de toutes les couvertures de GS égale ce qu'on veut. Moins 2 puissance m multiplié par A. J'ai pas fini, mais multiplié par le nombre de couvertures consistantes de G0. Et pour finir, il faut remarquer que le nombre de couvertures consistantes de G0 égale le nombre de solutions à la formule. Mais il y a une bijection entre les couvertures consistantes de G0 et les choix de valeurs de x1 jusqu'à xn qui satisfont la formule. Juste pour expliquer pourquoi. Si on a une couverture consistante, il faut, pour chaque gadget de type 1, il faut choisir soit xi, soit pas xi. Si je choisis xi et la couverture est consistante, il faut que chaque fois que j'ai un gadget comme ça, où il y a un xi, il faut que je choisisse cet xi aussi.
Si jamais je choisis les 3 arêtes là, ça c'est une catastrophe pour satisfaire la formule parce que les étiquettes là sont des négations des littéraux dans les clauses. Je ne veux jamais choisir tous les 3, mais si je choisis tous les 3, le poids de... Bon, il n'y a pas de couverture de ce gadget-là, et donc j'arrive à ne pas avoir une couverture consistante. Alors, si j'ai une couverture consistante, forcément, je ne choisis jamais tous les 3. Alors, forcément, mon choix correspond à une solution à la formule. Et aussi, si j'ai une solution à la formule, je peux choisir, je peux faire les choix correspondants et j'arrive à une couverture par les cycles, une couverture consistante par les cycles de G0. Et c'est la fin. J'avais besoin de plus de temps que je ne pensais, mais j'ai fini la preuve. J'ai fini cette partie du cours. Et je vais commencer maintenant à parler des circuits booléens, qui est un sujet fondamental dans la théorie. Alors jusqu'à maintenant, je vous ai présenté les résultats un peu conditionnels, c'est-à-dire je vous ai montré que s'il y a un problème qui est difficile, il y a un autre problème qui est forcément difficile aussi. J'ai réduit un problème à un autre. Maintenant, je vais parler un peu plus des résultats inconditionnels, qui sont en général beaucoup plus difficiles. Les choses qu'on ne sait pas sont... on ne sait presque rien, mais je vais essayer de vous présenter quelques résultats importants. Alors, c'est quoi un circuit booléen? Je crois que la façon la plus facile de l'expliquer est de vous donner un exemple. Alors, voilà un exemple d'un circuit booléen. Et plus formellement, un circuit booléen est un graphe peut-être je vais, juste pour que ce soit un peu plus intéressant, je vais mettre une autre arête là. Un graphe orienté acyclique. En anglais, on dit DAG. Je ne sais pas si Directed Acyclic Graph. Je ne sais pas si on dit JOA ou GOA, je veux dire.
Mais un graphe orienté acyclique, alors les orientations sont de bas en haut, dans ce diagramme-là. Tel que chaque sommet de degré d'entrée 0 est une entrée. Alors ici, on a les entrées x1, x2, x3, x4. Et chaque autre sommet est une porte et ou non. Alors ici, il y a une porte non, une porte ou et une porte et. Et le degré d'entrée d'une porte non est 1. Et pour les autres, il y a deux modèles de circuit. On peut insister que chaque porte ou chaque porte est à degré d'entrée 2. Dans ce cas, on dit que le circuit est à degré d'entrée 2. Et, ou sinon, on peut dire que le degré d'entrée du circuit est pas borné. Et les deux sont utiles. Alors, je vais passer d'un modèle à l'autre. Et un circuit booléen calcule une application booléenne des entrées. Et comment qu'on peut définir par récurrence alors l'application qui correspond à une entrée xi et l'application x1 jusqu'à xn, disons que les entrées sont x1 jusqu'à xn, va à xi. Et si on a une porte non y, l'application, je vais appeler ça phi xi. Alors chaque arête y, j'aurai une application phi y. L'application phi y égale 1 moins phi x, où x est le
prédécesseur de Y. Et si on a une porte, pour moi les valeurs, je ne l'ai pas dit, mais les valeurs seront 0 ou 1 et pas vrai ou faux. Alors, si on a une porte et une porte Y, phi Y égale phi X, non, phi Z1, phi ZK ou Z1 jusqu'à ZK sont les prédécesseurs de Y. Et si Y est une porte où phi Y égale phi X1 jusqu'à phi XK. Alors pour illustrer cette définition, je vais calculer l'application donnée par ce circuit-là. Alors, je commence avec les entrées. Et maintenant, j'ai une application ici, là, ce qui est 1 moins x3. Bon, je vais écrire pas x3. C'est peut-être plus clair. Et ici, on a l'application x1 et x2 et x3. Ici, on a x1 et x2 et x3 ou pas x3 ou x4. Ça commence à devenir assez compliqué. Et ici, on a x2 ou pas x3. Et finalement, ici, on a x1 et x2 et x3 ou pas x3 ou x4 et x2 ou pas x3. Alors, cette application-là est l'application calculée par le circuit. Est-ce que vous définissez une application pour tout le graphe ou une application par sommet? Parce que si votre graphe a, par exemple, deux sphinx, après vous avez deux applications Oui, merci, j'avais oublié de dire ça. Ici, j'ai 4 entrées et une sortie, et donc j'ai une application de moins 1 puissance 4 jusqu'à 0,1 puissance 4 jusqu'à 0,1. Mais si on veut, et de temps en temps c'est utile, on peut avoir un circuit avec plus de une sortie. Par exemple, je pourrais avoir une autre sortie là et j'aurai une application booléenne
de moins 0,1 puissance 4 jusqu'à 0,1 puissance 2. Donc, je crois que c'est un bon moment pour une petite pause et après je vais vous donner quelques petits résultats concernant les circuits. Et la semaine prochaine et la semaine d'après, il y aura 2 résultats qui ne sont pas du tout petits concernant les circuits et la complexité des applications calculées par les circuits. Alors je recommence à 11h06. Bien, pour commencer, je vais montrer que toute application proposition peut être calculée. Toute application phi de 0,1 puissance n jusqu'à 0,1 peut être calculé par un circuit de taille au plus n plus 2 puissance n plus 1, je crois. Et pourquoi? Pour toute U dans 0,1 puissance n, soit phi U, l'application phi U de x égale delta U x, c'est-à-dire égale 1 si x égale U et 0 sinon. Phi U peut être calculé par un circuit ou par un et d'entrée et leur négation ou leur négation. Juste pour voir, si on a U égale 1, 0, 1, phi U de x égale x1 et par x2 et x3. Si je veux qu'x égale U, il faut que x1 soit 1, x2 soit 0, x3 soit 1. Alors, je n'ai rien fait. Et aussi, on a que phi de x égale le ou de... Est-ce que vous considérez comme la taille du circuit? Est-ce que les entrées sont incluses ou... pardon. La taille... Non, pardon. La taille est le nombre de sommets. J'aurais dû dire ça. Je vais l'ajouter ici. Ou la taille... Pardon. D'un circuit et le nombre de sommets du graphe orienté acyclique.
Alors, c'est juste... en gros, je mets phi en forme normale disjonctive, sous forme normale disjonctive, et ça me donne un circuit. Et alors, on a besoin... Peut-être que je veux dire 2n parce que j'ai besoin des entrées, les négations des entrées, et au plus 2 puissance n des applications phi de u, parce qu'il y a... Et finalement, la sortie. On a besoin de n entrées, n négations des entrées, 2 puissance n portes, et une porte ou au plus. Ce n'est pas la preuve la plus efficace de ce résultat. On peut trouver des circuits un peu plus petits que ça, mais c'est... on peut aussi se poser la question si le degré d'entrée du circuit est 2, on peut trouver une borne à peu près pareille. Ça, je vais laisser comme un exercice pour la feuille d'exercice. Juste trouver une borne pour les circuits de degré d'entrée 2. Mais la raison de l'importance des circuits est que si on a une application qu'on peut calculer en temps polynomial, il y a un circuit qui calcule la même application en temps, de taille polynomiale. Alors, proposition. Soit phi d'une application qui peut être calculée par une machine de Turing en temps t, alors il existe un circuit de taille d'ordre de grandeur t carré ou plus qui calcule phi. Et je ne vais pas donner une preuve complète, mais juste je vais l'esquisser. Parce que je vous ai donné à peu près la même preuve, aussi esquissée, mais voilà, il y a 2 semaines, quand j'ai expliqué que SAT est un problème NP complet. Alors, quand je l'ai fait, j'ai commencé avec l'application Psi qui était en P. J'ai commencé avec une application phi dans NP. Psi était l'application où
phi de x égale 1 si et seulement si il existe y tel que psi de x, y égale 1. Psi est une application dans NP, dans P, je veux dire, et j'ai construit une formule, j'ai construit des variables qui représentaient l'état de la machine, les valeurs dans toutes les cases du ruban et la position de la tête. Et j'ai remarqué que chaque variable dans cette suite de variables ne dépendait que d'un nombre borné de variables de l'étape précédente. Et donc on pouvait trouver une formule qui était satisfaite si et seulement si la variable là avait la valeur qu'il fallait avoir s'il représentait le calcul de la machine de Turing. Et c'est exactement la même idée. À la place d'une formule, on peut prendre un circuit qui calcule cette formule de taille bornée. Et la taille bornée nous donne le constant implicite là, et voilà. Alors, il est facile de modifier la preuve que set est NP complet. On a construit des variables qui représentaient des valeurs dans les cases, la position de la tête et l'état de la tête. Je ne vais pas dire beaucoup, mais peut-être 2 phrases de plus. Et chaque variable ne dépend que d'un nombre borné des variables de l'étape précédente. Et on peut calculer cette dépendance avec un circuit de taille bornée. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Le nombre de cases dont on a besoin, s'il y a t étapes du calcul, est au plus 2t, même t. Le nombre de positions dont on a besoin est t aussi. Et le nombre de variables qui représentent l'état de la tête est borné. Et donc le nombre de variables qu'on aura sera au plus t carré. Et entre les variables, il y a des circuits de taille. Chaque variable est calculée des variables de l'étape précédente en utilisant un circuit de taille bornée. Et donc on arrive à... il y a
au plus t carré variable plus et pour chacune, on a besoin d'un circuit de taille bornée pour la calculer. Et c'est la fin de l'esquisse de la preuve. Alors, si on veut montrer qu'une application ne peut pas être calculée par une machine de Turing en temps polynomial, il suffit par ce résultat-là, il suffit de montrer qu'il ne peut pas être calculé par un circuit de taille polynomiale. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que la notion d'une application qui peut être calculée par un circuit est beaucoup plus mathématique on n'a pas besoin de penser aux algorithmes. Une des difficultés du problème de trouver les bornes inférieures pour le temps nécessaire pour calculer une application est qu'il faut penser aux algorithmes. Il semble très difficile de dire qu'il n'y a pas un algorithme pour calculer cette application parce qu'il est toujours possible que quelqu'un un génie a une idée extraordinaire pour un algorithme très inattendu qui calcule l'application. Mais les circuits, je vais essayer de vous convaincre, les circuits sont un concept beaucoup plus naturel pour les mathématiciens. Alors, corollaire. Si phi est une application booléenne dans P, il y a une suite de circuits C1, C2, comme ça, et un polynôme P tel que Cn taille au plus Pn et Cn calcule la restriction de phi à 0,1 puissance n pour chaque n. Et on dit que phi voilà un calcul non uniforme en temps polynomial. C'est non uniforme parce que pour chaque n, on peut prendre un circuit différent. Je vais définir une classe de complexité. La classe P poly et la classe d'application phi qui peuvent être calculés par une telle
suite de circuits. Mais il y a une définition équivalente que je trouve assez utile de garder en tête. Également, elle est la classe d'application qu'on peut calculer en temps polynomial si on a un oracle. Alors, la classe NP nous donne pour chaque instance d'un problème ou chaque entrée d'une application un petit conseil. Par exemple, utilisez cet ordre des sommets pour trouver votre cycle hamiltonien. Ici, on a un oracle aussi, mais on a un oracle beaucoup moins puissant parce que cet oracle peut vous donner un conseil, mais le conseil doit dépendre que de n, la taille de l'entrée. Alors, un oracle qui donne un conseil, une séquence de 0 et 1 de longueur polynomiale dont la taille de l'entrée qui ne dépend que de la taille de l'entrée. Pourquoi c'est une définition équivalente? C'est un exercice facile, parce que si j'ai une suite de circuits qui calculent la fonction, l'application, je peux coder chaque circuit en forme de séquence de 0 et 1. Et également, si j'ai une séquence de 0 et 1, je peux prendre un algorithme qui marche avec l'aide de cette séquence. Pour chaque n, je peux construire un circuit comme ici, mais ajouter le conseil au circuit et arriver à un circuit qui calcule l'application. Alors c'est pour ça qu'on dit que la classe n'est pas uniforme, parce qu'on a pour chaque n un conseil différent. Et les conseils, il est possible en principe que pour un problème naturel, il y a une suite de conseils qu'on ne peut pas trouver avec l'aide d'un algorithme, mais avec l'aide de laquelle on peut calculer l'application. Mais même si c'est possible en principe, il est peu probable que... Alors, en général, tout le monde croit que si on a un problème naturel, dans P poly, il doit être dans P aussi. Parce que si on a des conseils
il y aurait un algorithme qui pouvait calculer les conseils. Et si on avait un algorithme qui pouvait calculer les conseils, on n'aurait pas besoin, en temps polynomial, bien sûr, on n'aurait pas besoin du conseil. Et maintenant, calcul. J'ai cherché en ligne pour la terme française pour ça, mais j'ai trouvé quelque chose qui disait straight line. J'ai trouvé un texte français qui utilisait les mots anglais. Je ne sais pas si en ligne droite ou quelque chose comme ça. Est une suite d'applications booléennes telles que chaque phi1, phi2, phi m de 0,1 n puissance 0,1 tel que chaque phi est une x d'une entrée, je veux dire, une application qui prend la suite x1 jusqu'à xn et nous donne xj, où et ou non d'application qui la précède dans la suite. Alors, normalement, on commence avec les entrées. Et après, on peut prendre soit un nom d'une des entrées, soit un et, soit un and, soit un ou. Etc. Et vous verrez qu'il y a un lien très fort entre les calculs straight line et les circuits, parce que si je vous donne un circuit et un ordre des sommets, tel que chaque sommet je choisis, si je choisis un sommet, j'ai déjà choisi les prédécesseurs de ce sommet, alors j'obtiens une suite comme ça. Également, si j'ai un calcul straight line, je peux construire un circuit. Là, ici, j'ai x1, x2, x3, et pas x2, et voilà.
Alors, il y a une correspondance exacte entre... Mais quand même, il est utile d'utiliser cette façon de regarder les choses. Et pour vous convaincre que le problème de décider s'il y a un problème qui ne peut pas être calculé par un circuit de taille polynomiale, je vais utiliser cette façon de regarder les circuits. Et aussi une petite remarque pour une application phi soit A phi l'ensemble de x tel que phi de x égale 1. Alors un sous-ensemble de 0,1 puissance n. Si phi est une entrée xi, A phi égale un sous-ensemble très simple de la cube. Et on a aussi des règles très simples. On a que A de phi et psi égale A de phi, l'intersection de A de phi et A de psi, A de, et bien sûr l'union, et A de pas phi égale le complément de A de phi. Et donc, et alors, si phi peut être calculé par un calcul straight line de taille m, alors il y a une suite de sous-ensembles de 0,1 jusqu'à n, tel que chaque une suite A1 jusqu'à AM, chaque AI est un ensemble de x tel que xi égale 1 ou une intersection union ou complément d'ensemble antérieur. Et tu vas finir. Et A
m égale à phi. Alors, pour montrer que a phi ne peut pas être, ou pour que phi, par exemple, si on veut prouver que p n'égale pas np, il suffit de faire le suivant. Soit a phi, l'ensemble de J tel que, de G, je veux dire, tel que G contient un cycle hamiltonien. Et plus précisément, ça doit être un... Alors, il faut coder les graphes comme les suites de 0 et 1. Alors, si j'ai une arête, je mets un dans cette place-là et tout ça. Alors, il faut montrer que cet ensemble-là est très complexe d'une façon qui empêche qu'on peut trouver une suite de longueur polynomiale qui commence avec des sous-ensembles très simples comme ça, et en utilisant les compléments, les intersections et les unions, arrive finalement à cet ensemble-là. Et ça, pour moi, c'est un problème beaucoup plus mathématique que le problème prouver qu'il n'y a pas un algorithme. Il suffit, ce n'est pas nécessaire parce qu'en principe, il peut y avoir des circuits non uniformes, mais moralement, c'est le même problème. Mais malheureusement, ce problème-là, même s'il est plus mathématique, est toujours très très difficile. Alors, c'est quoi le record, la borne inférieure pour un problème dans un NP de la taille de la valeur de m qu'il faut pour calculer cette application. D'abord, je vais vous montrer une borne inférieure de n, s'il y a n entrées, parce que si j'ai la fonction parité et la fonction qui est 1 si la somme des entrées est impaire et 0 si la somme est paire. Cette fonction dépend de toutes les variables. Et si on veut un circuit qui calcule cette fonction, il faut avoir toutes les entrées. Sinon, on ne sait pas si on a... Alors, il y a une borne inférieure absolument triviale de n. J'ai une question. Le A phi ici, c'est un ensemble fini, c'est ça? Oui, A phi... L'ensemble de droite, il est infini. Donc le paramètre n correspond à quoi sur les graphes? Alors, le paramètre là n'est pas la même... Alors, il y a un graphe... Je vais écrire... R sommé et n égale 2 parmi R. Donc ensuite, il faut une suite d'ensemble A phi. Oui, je parle plus précisément, plus précisément, il faut une suite parce que pour... Oui. Mais en gros, c'est normal de parler d'une façon un peu imprécise comme ça, de dire... Je parle comme si n était fixé, mais en réalité, n, il y a une suite de n qui tend vers l'infini. Oui, c'est pour ça, pendant tout ce cours, j'ai passé un peu entre les applications de 0,1 puissance astérisque
aux applications. Oui, mais vous restreignez toujours aux applications calculables. Quand vous faites le passage dans son fini à infini, vous restreignez toujours aux applications calculables de façon... oui, oui. Alors, on a une borne triviale de n, et le record, je crois que c'est ça, 6n. Il y a un article où il y a une application, pas du tout la preuve de cette borne inférieure. Alors, c'est-à-dire, il y a une application dans NP, telle que pour chaque n, la taille du circuit nécessaire pour calculer cette application est au moins 6n. Mais on croit que... Alors même trouver une borne inférieure superlinéaire serait une percée remarquable dans la théorie. Parce que ce problème-là a été ouvert pendant des années, pour des décennies. Une autre observation, pour chaque n, il existe une application phi de 0,1 puissance n jusqu'à 0,1 qui ne peut pas être calculée par un circuit de taille de degré d'entrée et de taille moins que 2 puissance n divisé par 2n. Je crois que c'est la borne que je vais... Peut-être j'aurais besoin de 3n, mais en gros, la taille, il existe une application où on a besoin d'un circuit de taille exponentielle. C'est ce qui compte. Et la preuve est très simple. Le nombre de calculs straight line de longueur m est au plus, je crois que ça va être 3, est au plus, alors, il y a une suite d'applications booléennes. Pour chaque terme de la suite, j'ai un choix. Je peux choisir une entrée. Il y a n façons de choisir une entrée. Je peux choisir un et. Il y a au moins, au plus 2 parmi m façons de choisir un et, 2 parmi m façons de choisir un ou, et m façons de choisir un non. C'est moins que ça parce que mais voilà, c'est une borne supérieure. Il est au plus n plus 2 fois m, 2 parmi m plus m, et j'ai un choix comme ça pour chaque terme de la suite, alors je mets tout à puissance m.
qui égale n plus m carré puissance m. Et le nombre d'applications booléennes phi de 0,1 puissance n jusqu'à 0,1 égale 2 puissance n. Et alors, si je peux calculer toutes les applications booléennes, il faut que ce nombre-là soit plus grand que ce nombre-là. Et alors, pour calculer toutes les applications booléennes, il faut que n plus m carré puissance m soit plus grand, au moins 2 puissance n. Et maintenant, c'est un petit calcul back of envelope. Et comme toujours, il est plus facile si on prend les logarithmes des deux côtés. Alors, on a besoin que m logarithme m carré plus n est plus grand que 2 puissance n. Alors, m va être beaucoup plus grand que n. Alors, ça, j'aurais presque pu écrire 2m log m, mais voilà, c'est 2 plus epsilon, mais je vais prendre 1 pour mon epsilon. Est plus grand que 2 plus n, de 2 puissance n, et alors m est plus grand que... J'utilise là la règle assez facile, assez utile, que x est presque équivalent à... Et j'ai oublié la direction où c'est correct et la direction que... Mais puisque j'ai pris un 3 là, je suis vraiment sûr que c'est sur ce que j'ai écrit là. Et ça nous montre quelque chose d'autre. Ça nous montre que, pas qu'il existe une application booléenne, si m est moins grand que ça, il existe une application booléenne qui ne peut pas être calculée, mais que vraiment presque toutes les applications booléennes ne peuvent pas être calculées par les circuits petites. Et alors c'est encore plus frustrant que on ne peut pas trouver une application explicite qu'on peut définir qui ne peut pas être calculée par un circuit de taille 6 fois n. Ou on ne peut pas montrer qu'il ne peut pas être calculé. On est presque sûr qu'il y a plein d'applications qui ne peuvent pas être calculées. Alors, j'avais un joli théorème. Il ne reste pas le temps pour le prouver. Et la semaine prochaine, je vais prouver quelque chose que je crois que j'aurai besoin de tout le cours. Mais peut-être dans la 6e semaine, j'aurai le temps de vous montrer le résultat que j'aurais aimé vous présenter aujourd'hui, mais ce n'était pas possible. Juste avant de finir, j'ai une définition qui va être très importante la semaine prochaine. La profondeur
d'un circuit et la longueur maximale d'un chemin orienté dans le graphe du circuit. On peut même si c'est très très difficile de trouver les bornes inférieures pour les circuits en général, il y a des résultats assez profonds si on restreint la nature des circuits. Et une des restrictions très naturelles est de restreindre la profondeur. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer que si on a un circuit de profondeur au plus d et on veut calculer la fonction parité, la taille du circuit, même si on a le degré d'entrée n'est pas borné, la taille du circuit doit être à peu exponentielle dans le nombre d'entrées. Il y a une borne inférieure comme ça. Et les circuits de profondeur bornés sont un modèle pour des calculs avec beaucoup de processeurs en parallèle qui marchent très très vite. Et alors c'est quelque chose qui est... c'est pas une restriction très artificielle, c'est un résultat important et naturel. Il y a des fonctions qui ne peuvent pas être calculées si la profondeur du circuit est petite. Et la semaine d'après, je vais vous montrer quelque chose, un de mes résultats préférés de toutes les mathématiques, qui est si on a une application monotone, c'est-à-dire si x est chaque coordonnée de x est au plus coordonnée correspondant de y, c'est-à-dire si on a une application qui est monotone dans ce sens-là, en principe, on peut le calculer sans utiliser les portes non. Les portes non changent l'ordre. Il y a une preuve, la preuve que chaque application peut être calculée par un circuit montre aussi que chaque application monotone peut être calculée par un circuit monotone, c'est-à-dire un circuit qui n'utilise pas les portes non. Et il y a plein de problèmes naturels qui sont monotones. Par exemple, le problème est-ce que ce graphe contient un circuit hamiltonien est un problème monotone parce que si j'ajoute des arêtes, je ne détruis pas les circuits hamiltoniens. Alors, on peut se poser la question, quelle est la taille minimale d'un circuit sans des portes non qui calcule, par exemple, l'application qui est 1 si le graphe contient un circuit hamiltonien et 0 sinon. Il y a un autre problème où il y a une borne inférieure exponentielle, c'est-à-dire il y a un problème monotone où la taille minimale d'un circuit monotone doit être exponentielle. C'est un résultat remarquable de Rasburov.
C'est un peu contre-intuitif. On aurait pensé que si on a ça, et on pourrait peut-être montrer que on n'a pas vraiment la nécessité d'utiliser les portes non pour un problème monotone. Mais malheureusement, il y a des exemples, des problèmes dans P pour lesquels on a besoin des circuits, la taille des circuits doit être exponentielle si les circuits sont monotones. Alors cet espoir a été... voilà, je dois finir. Ça c'est pour la semaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine après. Bien, j'ai fini pour aujourd'hui.